Nous en arrivons maintenant à la présentation des prix et crédits de recherche de la Fondation Bécalès 2015 qui vont couronner la matinée. Le présentateur sera Madame le professeur Dominique Roux. Quelques mots d'abord de la lauréate du prix. La lauréate du prix est le docteur Violaine Avlange de l'UCN. Que dire de Madame Avlange, qu'elle impressionne les personnes qui la connaissent par son dévouement, sa disponibilité, mais aussi la manière dont elle gère avec un équilibre parfait son activité de recherche, son activité médicale, mais aussi sa vie familiale, qui impressionne tous ceux qui la connaissent un petit peu. Il y aura également un lauréat du crédit qui sera le docteur Basile Stamatopoulos de l'ULB, sauf l'honneur de l'ULB, puisque c'est le seul. Il fait un postdoc à Oxford, mais il est spécialement revenu aujourd'hui pour recevoir son crédit, et par conséquent il était normal que je mentionne ces quelques mots à son sujet. Maintenant, je passe la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, last but not least, comme vous l'avez dit, la Fondation Bécalès va couronner cette matinée et avec des prix relativement conséquents. Et la Fondation Bécalès, récemment sous l'égide de l'Académie royale de médecine, a la vocation de promouvoir la recherche en cardiologie et en hématologie. Et depuis plus de 30 ans, elle octroie d'une part une bourse de recherche et d'autre part un prix qui récompense des travaux originaux dans ces domaines chez des chercheurs qui ont moins de 40 ans et qui poursuivent ces recherches en Belgique. Ce sont les critères principaux. Donc cette année, comme vous le devinez, le thème était la leucémie et 6 candidatures de qualité ont été déposées à l'Académie. Un jury de 5 experts a été réuni pour analyser ces dossiers. Donc j'en profite pour remercier ces experts qui étaient les professeurs Janine Besanstiénon, professeur Agnès Noël, le professeur Pierre Couly, le professeur Michel Goldman et aussi notre secrétaire perpétuel Augustin Ferrand pour l'organisation du jury. Donc c'est toujours un travail difficile et frustrant pour les membres d'un jury face à des dossiers de qualité, mais c'est à l'unanimité que le prix et la bourse ont été retenus pour ces 2 candidats. Donc c'est aussi au nom des membres du jury et au nom des membres de la Fondation Bécalès, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les 2 des membres fondateurs de cette fondation, parce que je vous l'ai dit, ces prix sont remis depuis plus de 30 ans, et donc le professeur Roland Bernard, que je remercie, qui est à l'initiative de cette fondation pour la partie cardiologie, mais également hématologie, et M. Antoine Schaller, qui nous vient directement de Zurich, qui est en fait depuis 30 ans le chef d'orchestre de cette fondation Bécalès. Et donc je félicite les candidats pour la qualité de leur recherche dans un domaine qui m'est cher. Alors qui sont ces candidats? La première, c'est le docteur Violaine Avlange, qui reçoit le prix de la Fondation, qui est un montant de 10 000 € pour couronner ses recherches et son travail sur l'impact des micro-RNA dans les leucémies aiguës, en particulier la résistance au traitement. Donc, le docteur Violaine Avlange est graduée de l'Université catholique de Louvain, où elle termine ses études avec la plus grande distinction. Elle est reconnue interniste avec une compétence particulière en hématologie en 2010, mais c'est en 2007 qu'elle commence son doctorat dans ce domaine tout nouveau des micro-RNA, dont elle va vous parler beaucoup mieux de moi sous la supervision de notre secrétaire perpétuel, le professeur Ferrand, et aussi le professeur Hélène Poirel, et aux États-Unis dans le laboratoire de génétique et d'immunologie de l'Ohio sous la supervision des très célèbres professeurs Garson et Carlo Croce. Carlo Croce est probablement le père de la découverte de ces micro-ARN, donc ces petits ARN dont je vais vous parler dans 2 minutes. Elle est actuellement chargée de cours et chef de clinique adjoint
dans le service d'hématologie où elle s'occupe, comme vous pouvez l'imaginer, des leucémies aiguës. Alors je vais directement présenter le deuxième candidat et comme le professeur Bonhiver, je leur demanderai de se suivre ici au podium. Donc le deuxième candidat reçoit, lui, la bourse de recherche qui est un montant de 20 000 € donc pour poursuivre ses recherches. Il s'agit du docteur en sciences Basile Stamatopoulos qui est un docteur en sciences issu de l'ULB que je suis particulièrement émue de présenter. Donc lui aussi va obtenir son doctorat avec la plus grande distinction dans le laboratoire du professeur Lagneau en hématologie expérimentale, vu la qualité de ses travaux sur la leucémie lymphoïde chronique. Il est chargé de recherche pour le FNRS et bénéficie actuellement d'une bourse FNRS Télévie pour un postdoc à Oxford. Et on espère vraiment que d'ici un an ou deux, il va rejoindre notre équipe en recherche pour la leucémie lymphoïde chronique. Et donc je vais peut-être d'abord passer la parole au docteur Violaine Atlange pour résumer ses travaux. Cher Président, chers secrétaires, chers membres de l'Académie, merci de m'avoir donné l'opportunité en quelques minutes de vous parler aujourd'hui de mes travaux de recherche sur l'implication des micro-ARN dans la résistance à la chimiothérapie dans la leucémie myéloïde aiguë. Alors, juste pour rappeler brièvement ce qu'est la leucémie myéloïde aiguë, dans la moelle osseuse qui est une usine qui fabrique les cellules sanguines, se trouvent des cellules jeunes, immatures, les cellules myéloïdes ou lymphoïdes. Ici, on va s'attarder aux cellules myéloïdes. Suite à un événement génétique, ces cellules myéloïdes se multiplient en permanence, se maturent et forment des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Suite à un événement génétique dont on ignore la cause, ces cellules jeunes, immatures, vont arrêter de se développer, de se maturer, et vont se multiplier de manière incontrôlée. C'est la leucémie myéloïde aiguë. C'est ici une image des cellules leucémiques, des blastes, que l'on voit au microscope chez un patient dont on a ponctionné la moelle osseuse quand il arrive avec le diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Ces cellules vont étouffer la moelle osseuse et il n'y a plus de place pour fabriquer des globules rouges, donc les patients vont arriver anémiques, fatigués, essoufflés. Il n'y a plus de place pour fabriquer des globules blancs, les patients vont faire des infections, comme des pneumonies. Et il n'y a plus de place pour fabriquer des plaquettes et les patients donc vont faire des hémorragies. Par la suite, ces cellules vont s'essaimer dans le sang et peuvent aller se mettre dans divers organes, comme au niveau des reins, au niveau cérébral ou même au niveau des poumons. La leucémie myéloïde aiguë touche 3 à 5 cas par 100 000 personnes par an. C'est la leucémie aiguë la plus fréquente de l'adulte, donc ça représente 80% des leucémies aiguës de l'adulte. Et c'est une maladie plutôt du sujet âgé, donc l'âge médian est de 65 ans. Le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, donc chez les relativement plus jeunes patients de moins de 65 ans, est très lourd. Les patients vont subir une chimiothérapie d'induction. Ils vont être hospitalisés pendant 5 semaines. Chez 2 tiers de ces patients, on va obtenir une rémission complète. Va s'en suivre une chimiothérapie de consolidation avec également une hospitalisation de 5 semaines. Et là, en fonction de facteurs pronostiques, on va pouvoir déterminer si on leur administrera une 3e cure de chimiothérapie, qui est maintenant plutôt une intensification avec une autogreffe de cellules souches, ou on leur administrera directement une allogreffe de cellules souches périphériques, avec toujours une hospitalisation prolongée de 5 semaines. Les molécules que l'on administre aux patients dans la chimiothérapie sont la racitine et la daunorubicine. Ce sont les mêmes depuis plus de 60 ans. Donc ce sont des chimiothérapies lourdes, identiques depuis plus de 60 ans, et surtout qui entraînent des effets secondaires très importants pour nos malades.
si on regarde la survie des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, comme vous le voyez, depuis 1970, elle s'est améliorée, mais elle reste encore pas très élevée, puisque si on voit la courbe mauve, un peu plus de 50% des patients sont en vie à 5 ans. Bien sûr, tout cela dépend maintenant des caractéristiques génétiques de la maladie au moment du diagnostic. Le problème principal reste la résistance à la chimiothérapie. D'où l'importance, dans nos travaux de recherche, d'identifier de nouveaux mécanismes qui expliquent la résistance à la chimiothérapie, pour pouvoir intervenir dessus, bien sûr, et d'identifier de nouveaux marqueurs qui permettent de prédire la résistance à la chimiothérapie. Alors, depuis plusieurs années, on s'est intéressé aux gènes dans les cellules leucémiques. Donc, un gène est transcrit en un ARN messager et code pour une protéine, et on a bien mis en évidence qu'il y a énormément de gènes qui sont anormalement exprimés dans les cellules leucémiques. Dans le laboratoire de Carlo Croce, donc là, j'ai eu l'occasion d'étudier ce qu'on appelle des micro-ARN. Les micro-ARN, ce sont des ARN de petite taille, mais qui, contrairement aux gènes, ne codent pas pour des protéines. Donc ils sont non codants. Mais ils vont aller réguler l'expression de toute une série de gènes cibles. Et ils vont ainsi contrôler jusqu'à 20 à 30% des gènes de tout le génome. Donc ils ont un impact très important. Donc ils ne sont pas codants pour une protéine. Et on a étudié les micro-ARN dans les cellules leucémiques de patients, et on a montré que ces micro-ARN étaient anormalement exprimés dans les cellules leucémiques de patients. On a essayé de comprendre un peu leur rôle dans la leucémogenèse et dans la résistance à la chimiothérapie. On s'est focalisé sur un micro-ARN particulier, le micro-ARN 29B. Vous allez me dire pourquoi celui-là? Parce qu'on avait remarqué qu'il était peu exprimé, qu'il était sous-exprimé dans des cellules leucémiques des patients, dans la plupart des patients en tout cas. Et donc, au laboratoire, par des techniques de laboratoire, on a fait l'inverse, on a surexprimé ce micro-ARN 29B dans des lignées cellulaires de cellules leucémiques. Donc, on voit ici en vert les cellules fluorescentes, parce que c'est un signe qu'elles surexpriment le micro-ARN 29B par rapport au contrôle, et donc on voit ici qu'on l'a surexprimé. Alors qu'est-ce qui s'est passé suite à la surexpression de ce micro-ARN? D'une part, on a regardé la prolifération des cellules, on a compté les cellules, et ce sont les courbes en bas, et donc ces cellules se multiplient moins. Donc le micro-ARN 29B inhibe la prolifération, la croissance cellulaire. Par contre, si on étudie l'apoptose, donc la mort cellulaire, on voit dans la dernière colonne qu'avec le micro-ARN 29B, le pourcentage de cellules en apoptose, en mort cellulaire, augmente. Donc le micro-ARN 29B induit l'apoptose. Alors, on s'est focalisé sur la résistance à la chimiothérapie, d'une part dans des lignées cellulaires et d'autre part dans des cellules leucémiques de patients. Dans des lignées cellulaires, ce sont les deux dernières colonnes, on voit que quand on traite, donc la première des deux colonnes, les cellules avec de la racicine, qui est la chimiothérapie standard, on entraîne une mort cellulaire, mais quand en plus on surexprime le micro-ARN 29B, on augmente le pourcentage de cellules qui meurent. Donc, résultat intéressant, ce micro-ARN augmenterait la sensibilité à la chimiothérapie. Et on a pu montrer la même chose sur des cellules leucémiques de patients qu'on a mises en culture. Donc c'est également les deux dernières colonnes. On voit bien dans la dernière colonne qu'on augmente le pourcentage de cellules mortes par rapport au contrôle. Donc ce micro-ARN augmente la chimiosensibilité. Et enfin, il a un effet sur la tumorigénèse. Donc sur un modèle de souris immunodéficiente, on a injecté des cellules leucémiques en sous-cutané pour former des tumeurs chez la souris, à droite et à gauche. Et on a traité ces tumeurs d'un côté avec le micro-ARN 29B synthétique, de l'autre côté avec ce qu'on appelle un scramble, donc un contrôle. Et on a pu voir, après 14 jours, que le volume de la tumeur, après injection du micro-ARN 29B, diminuait bien. C'est la courbe verte. Si on pèse ces tumeurs, on voit également que leur poids diminue de manière significative. Donc ce micro-ARN 29B réduit la tumorigénicité et pourrait éventuellement être un traitement néoadjuvant futur dans la leucémie myéloïde aiguë.
Ensuite, on s'est posé la question de l'intérêt des micro-ARN pour prédire la réponse à la chimiothérapie. On a pu participer à une étude chez des patients de plus de 60 ans avec une leucémie myéloïde aiguë, mais qui ne pouvaient pas supporter une chimiothérapie lourde, donc qui allaient être traités avec de la décitabine, qui est un agent hypométhylant et également chimiothérapique. On a étudié l'expression du micro-ARN 29B chez ces patients au diagnostic avant le traitement, et on a pu mettre en évidence que, comme vous voyez en rose ici, les patients qui ont un haut taux d'expression de MIR29B semblent plus sensibles, répondent mieux à la chimiothérapie de type décitabine que ceux qui ont un niveau d'expression plus bas du micro-ARN 29B. Donc intéressant, peut-être que les micro-ARN pourraient prédire la réponse et influencer le choix du patient, le choix du traitement pour le patient au moment du diagnostic. Plus récemment, on s'est intéressé à un autre micro-ARN qui est le micro-ARN 10A. Vous allez me dire pourquoi celui-là. Parce qu'il est localisé dans une région importante du génome où se trouvent les gènes OXB qui ont été impliqués dans la leucémogenèse. Et là aussi, on a pu mettre en évidence qu'une expression élevée du micro-ARN 10A, c'est la colonne avec le rose, au départ au diagnostic, ces patients qui ont une expression élevée semblent répondre mieux à la chimiothérapie que ceux qui ont une expression plus basse. Mais là, en multivarié, on a vu qu'il y avait un facteur confondant, c'est-à-dire que ces patients qui ont une expression élevée du micro-ARN 10A ont également une mutation dans un gène, qui est le gène NPM1, et donc probablement c'est ce gène qui augmente les chances d'avoir un taux élevé de réponse à la chimiothérapie. Et de fait, quand on a voulu rechercher une fonction sur ce micro-ARN 10A, on n'en a pas trouvé. Donc il n'augmente pas la chimiosensibilité, il n'augmente pas l'apoptose ni la prolifération. Enfin, pour terminer, donc actuellement, je continue mes projets de recherche et je m'intéresse toujours aux micro-ARN et à leur rôle dans la chimiorésistance. Et donc, on a sélectionné 30 patients avec une leucémie myéloïde aiguë, donc résistants à la chimiothérapie d'induction, qui ont encore des cellules leucémiques après la première cure, et on les a comparés à des patients qui répondent à la chimiothérapie d'induction. On les a étudiés par séquençage à haut débit, mais un séquençage qui est focalisé sur les micro-ARN, donc comme on appelle un small RNA sequencing. On a mis en évidence des micro-ARN différentiellement exprimés entre les deux groupes, notamment 5 micro-ARN qui sont surexprimés chez les patients résistants à la chimiothérapie. Et donc on est actuellement en train de regarder dans les lignées cellulaires ce que font ces micro-ARN, donc comment participent-ils à la résistance à la chimiothérapie, et on est en train de regarder si on peut mettre en évidence des gènes cibles. Bien sûr, l'avantage de ces micro-ARN, c'est qu'on peut facilement les doser dans le sang, et donc ce serait intéressant quand le patient arrive au diagnostic de pouvoir les doser dans le sang, et s'ils sont élevés, pouvoir prédire qu'ils risquent d'être résistants à la chimiothérapie et pouvoir ainsi moduler le traitement du patient. Voilà, j'espère en quelques minutes vous avoir convaincu que les micro-ARN, même s'ils sont très petits, ont un rôle important dans la leucémie myéloïde aiguë, un rôle diagnostique, mais surtout pronostique et thérapeutique. Donc, est-ce qu'ils permettraient de prédire la réponse au traitement? Comme je viens de le dire, la mesure de l'expression sur le sang est facile. Ils permettraient d'orienter le traitement, et les micro-ARN synthétiques pourraient participer au traitement des leucémies myéloïdes aiguës. Ils sont déjà en cours d'études cliniques, pas dans la leucémie myéloïde aiguë, mais dans d'autres pathologies, comme traitement néoadjuvant. Voilà, je voulais remercier le laboratoire du professeur Jean-Baptiste Demoulin à l'ICP, à l'Institut de Duve, qui me permet de poursuivre mes travaux de recherche. Je voudrais remercier le FNRS, qui me permet également de combiner une activité clinique et de recherche, et le professeur Ferrand, qui m'a transmis sa passion pour l'hématologie et qui m'a toujours soutenu et stimulé à poursuivre une carrière mixte de clinique et de recherche. Merci à tous pour votre attention. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers membres de l'Académie, Madame, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Becalès et l'Académie de nous décerner ce prix qui nous permettra de réaliser le projet suivant qui s'intitule « Découverte des biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement
chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique par séquençage du génome. Ce projet sera réalisé au laboratoire de thérapie cellulaire, laboratoire dans lequel de nombreux chercheurs, dont moi-même, sont financés par le Télévis. C'est ce genre de financement qui m'a permis de partir et d'effectuer un postdoc à l'université d'Oxford. Et c'est avec cette université que je continuerai également à collaborer dans le cadre de ce projet. Alors je vais essayer en moins de 5 minutes de vous résumer le projet que nous allons entamer. Et commençons tout d'abord par une introduction sur la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie lymphoïde chronique est la leucémie la plus fréquente dans le monde occidental. Environ 30% des patients qui ont une leucémie ont cette leucémie-là. On peut voir que cette leucémie apparaît dès l'âge de 40 ans et que son âge médian diagnostique est d'environ 65 ans. Elle est due à l'accumulation de globules blancs dans le sang, et ces globules blancs s'accumulent non pas parce qu'ils prolifèrent beaucoup, mais parce qu'ils ont perdu la capacité de mourir. On dit qu'ils sont caractérisés par un défaut d'apoptose. Une chose importante à noter pour cette leucémie, c'est qu'elle est toujours incurable. On peut voir sur ce graphique, c'est un graphique de courbe de survie des patients qui ont reçu le traitement de choix, le traitement de première ligne dans la leucémie lymphoïde chronique, qui est un traitement composé d'anticorps et de chimiothérapie. Et les patients qui sont dans la courbe bleue sont les patients qui ont reçu cette chimiothérapie, qui est, comme je vous ai dit, la plus efficace pour le moment. On peut voir qu'après 2 ans, environ 25% des patients ont déjà rechuté. Et que si on regarde à 5 ans, environ 80% des patients ont déjà rechuté. Donc la rechute de la maladie est un de nos principaux problèmes. Eh bien, nous allons essayer de pouvoir prédire cette rechute en essayant de trouver des marqueurs, des biomarqueurs par séquençage du génome. Le premier séquençage du génome a eu lieu entre 1989 et 2001. Donc on a fait 12 ans pour séquencer l'ensemble de l'ADN d'un individu. Et ce séquençage a coûté la modeste somme de 3 milliards de dollars. Heureusement pour nous, aujourd'hui, les prix se sont démocratisés et on peut voir qu'en 2014-2015, eh bien, on peut séquencer l'ADN total d'une personne pour entre 1 000 et 3 000 euros. Tout dépend du type de machine que l'on va utiliser. Alors, dans ce projet, ce que nous proposons de faire, c'est de séquencer 50 patients qui sont atteints de leucémie lymphoïde chronique pour lesquels nous savons si ces patients ont répondu ou non à une chimiothérapie et pour lesquels nous connaissons également d'autres marqueurs importants de la maladie. Nous effectuerons donc un séquençage du génome afin de trouver des mutations récurrentes non seulement dans les gènes mais également dans les parties non codantes, dans les introns, afin de trouver des mutations qui seraient corrélées à la réponse au traitement. Parallèlement, nous effectuerons également un séquençage du transcriptome, c'est-à-dire séquencer l'ensemble des ARN du patient, non seulement les ARN messagers, mais également les longs ARN non codants, afin d'étudier leur expression génique et de voir si certains gènes sont corrélés à la réponse au traitement, et également de les inclure dans un panel pertinent de gènes qui auraient des mutations qui seraient liées à cette réponse au traitement. Finalement, ce projet devrait aboutir à un panel de gènes qui nous permettrait donc de prédire si le patient va rechuter ou non, afin de lui éviter des traitements inutiles, coûteux, toxiques et inefficaces, et de nous permettre de faire une médecine beaucoup plus personnalisée. Alors je tiens une fois de plus à remercier le Fonds Becalès et l'Académie royale de médecine de Belgique, ainsi que vous pour votre attention. Merci. Merci. Est-ce que je peux demander à Madame Blanche de revenir et inviter M. Chalet à remettre les 2 prix. Ceci est pour Madame. Et pour Monsieur Stamatopoulos.
Bien, chers collègues, nous arrivons ainsi au terme de cette matinée enrichissante à tout point de vue. Et je voudrais remercier d'abord tous les mécènes. Je voudrais remercier aussi tous les membres des jurys de l'Académie. Je voudrais féliciter tous les lauréats. Je voudrais remercier les personnes qui se sont déplacées pour remettre le prix, M. Chalère, le professeur Annelle Weber, et remercier aussi le professeur Ferrand, notre secrétaire perpétuel, pour la manière dont il a organisé cette séance. Maintenant, nous sommes très heureux de vous inviter à une petite réception à la salle des Marbres. Et peut-être serait-il bien, monsieur le secrétaire perpétuel, que nous puissions avoir